Bonjour, Viviane de Beaufort. Je suis ravie de vous accueillir pour le congrès PWN 2022. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez pu dédier du temps pour nous, pour le beau sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'égalité femmes-hommes. Et pour vous présenter, parce que vous êtes déjà, tout le monde vous connaît dans cette audience, mais il est toujours important quand même de rappeler votre parcours. Vous êtes aujourd'hui professeur de droit européen à l'ESSEC, après avoir œuvré dans les sphères bruxelloises. Vous êtes une femme engagée sur le sujet de l'égalité femmes-hommes et vous êtes une femme de réseau. Et notamment, vous avez, dès les démarrages de PWN, été très active et vous êtes encore aujourd'hui membre de l'Advisory Board. Et voilà, on est ravis de vous avoir dans ce contexte-là. Et moi, à titre personnel, j'ai vraiment envie de vous entendre sur votre engagement sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes. Voilà, comment vous en êtes arrivée à devenir cette référente du sujet de l'égalité femmes-hommes. Bonjour, moi aussi, je suis ravie d'être là. Je suis le plus possible, PWN, même à distance, comme cette fois-ci. Vous l'avez dit, je suis d'abord et avant tout professeure de droit européen. Alors, vous allez me dire, sur l'égalité femmes-hommes, il y a quand même un rapport, parce que l'Europe est très engagée sur ces questions et de longue date, en lien avec ses valeurs. Mais c'est vrai que mon engagement dédié sur la mixité, il est arrivé au premier Women's Forum, je me souviens à Deauville, avoir rencontré Margaret Milan d'ailleurs, qui m'avait mis au défi pour l'année d'après, défi que j'ai relevé, de créer le premier programme Entreprendre au féminin dédié aux femmes. Et depuis, j'ai continué à créer ce genre de programme pour accompagner à divers niveaux des femmes dans leur carrière. J'ai réalisé lors de ce premier Women's Forum que ce que j'avais vécu moi comme difficulté de carrière, parfois du harcèlement, c'est à la mode en ce moment de dire MeToo, MeToo, voilà. Et puis des sacrifices personnels, voilà, je fais partie de la génération divorce, j'ai 62 ans. J'ai réalisé qu'en fait, il y avait un problème systémique, ce n'était pas un problème personnel, ce n'est pas parce que les gens avaient fait des mauvais choix, s'étaient trompés de route. Et donc, j'ai décidé modestement, dès 2008, d'aider en tant que prof. Je peux faire des études, je peux faire des cours, des formations. Vous l'avez dit, travailler dans des réseaux. J'ai beaucoup développé tout ça, ma présence sur LinkedIn, pour porter des causes. Et ça ne m'a jamais quittée. Et en fait, c'est une mission qui me mange, même si j'ai gardé mon job normal. J'espère pouvoir transmettre maintenant. C'est l'âge de la transmission. Très bien, merci. Du coup, comme vous disiez, vous êtes tombé un peu dans la marmite en 2008 et tout de suite, il y a plus de 10 ans, donc vous avez commencé à travailler sur des études sur la relation entre les femmes et le pouvoir et vous avez souhaité en 2020 puis encore en 2022 finalement refaire un point sur l'évolution des relations entre les femmes et le pouvoir, aussi portée par l'évolution des lois aujourd'hui comme la loi Rixin qui va impacter les femmes dirigeantes et les femmes dans les instances de direction. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer voilà, quelles évolutions vous avez vues sur ces 10 dernières années portées par cette étude que vous avez récemment faite donc, sur les femmes et un pas de côté et la traduction de ce qu'aux États-Unis on a appelé l'opting out, ces femmes qui finalement refusent les promotions. Voilà, est-ce que finalement elles refusent le pouvoir, la responsabilité ou c'est plus largement un refus d'un certain système sur lesquels elles nous interrogent? Alors, en effet, au moment des débats sur la loi Copé-Zimmermann, on n'a plus besoin d'expliquer ce qui a pu se passer avec les quotas sur les conseils d'administration. J'avais eu besoin, moi, en tant que chercheur, de documenter ce que ça pourrait changer. Plus de femmes, on appelle ça en proportion suffisante, d'où les quotas, 30%, 40%, etc., dans ces espaces d'influence. Et j'avais identifié dans une étude assez charnue qu'effectivement, le rapport des femmes au pouvoir était largement différent, avec un jeu plus collectif, moins égotique, un rapport moins vertical, le sens de la mission, l'attachement aux règles aussi. Et j'en avais déduit, en tout cas espéré, qu'effectivement, ces femmes arrivant dans les conseils d'administration allaient pouvoir changer la donne. Et finalement, 10 ans après, au moment des débats sur la loi Rixin et sur le quota, mais dans les instances de direction
j'ai eu envie de faire la même chose en supposant, en reniflant, parce que les profs, ils doivent aussi un peu, on cherche, hein, donc il faut avoir des hypothèses, des feelings, en reniflant que les femmes avaient évolué, il y avait celles de mon âge, hein, je le redis, j'ai 62 ans, avaient une approche différente, mais aussi les plus jeunes. Et effectivement, l'étude que j'ai sortie en mars et sur laquelle je continue à travailler là, avec des interviews qualitatifs pour comprendre mieux les datas que j'ai pu sortir, identifie que, alors qu'il y a 10 ans, elles demandaient et elles espéraient monter dans ces espaces de pouvoir, aujourd'hui, alors que la porte s'est ouverte en grand, elles regardent de près, elles ouvrent la porte et elles regardent de près à quelles conditions elles vont exercer les missions qu'on leur propose au niveau des COMEX CODIR, l'autonomie qu'elles vont avoir, s'il n'y a pas un risque de conflit avec le supérieur ou la supérieure hiérarchique, quelles conséquences ça peut avoir sur leur équilibre de vie, notamment l'articulation des temps de vie perso-pro. Autrement dit, l'approche relativement sacrificielle de ma génération semble avoir largement disparu, puisque s'il y en a seulement 19% qui disent qu'elles n'ont pas à refuser une promotion, on est à 44%, ce qui est énorme, quand il s'agit de passer au stade de la dernière marche du pouvoir, c'est-à-dire les COMEX et les CODIR. Et ça m'a sérieusement interpellée à la fois sur leurs raisons, parce que oui, elles sont d'ordre familial et personnel, mais elles sont surtout, vous l'évoquiez incidemment, liées au refus du système. Elles veulent y aller si elles ont la capacité de changer le système et d'être un agent individuel d'un changement de système collectif. Et en ça, je trouve que ça rejoint beaucoup les aspirations des jeunes générations qu'on a documentées un petit peu avant ces dernières années et qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de bouleversement de l'approche des collaborateurs, collaboratrices, menée en tête par les plus jeunes, suivie par des femmes, alors que c'est plutôt étonnant parce que les femmes sont réputées être bonnes élèves, hein, fameux complexe de l'imposteur qui fait que on surtravaille, on surinvestit, et puis on ne va pas aller revendiquer, être rebelle. Eh bien, il semble que les femmes que j'ai interrogées, qui sont le vivier de mon Women Board Ready, la formation dédiée au conseil d'administration, constituent un peu des lanceurs d'alerte sur un phénomène qui pourrait s'étendre. D'ailleurs, ces temps-ci, il commence à y avoir pas mal d'articles, de réactions sur ces sujets-là, et qui devrait faire réfléchir sérieusement les entreprises parce qu'elles vont sans doute se trouver avec un big problème. Ouais. C'est vrai que vous parlez de la jeune génération, vous le citiez hein, dans vos études. Aujourd'hui, on parle de la génération Z. En fait, vous la décrivez comme les 4C, les créatives, collaboratives, confiantes et connectées. Finalement, cette génération, elle appelle aussi l'évolution du monde du travail qui est en pleine évolution. Et c'est vrai qu'il y a des conseils à donner à ces recruteurs, en fait, parce qu'on est dans une pleine évolution du monde du travail, beaucoup plus collaborative, beaucoup plus sur des valeurs, des soft skills, des valeurs de créativité, de travail transverse. Est-ce que ça vous appelle des conseils aux recruteurs aussi? Alors, des conseils, ça serait bien arrogant, mais ce que j'ai identifié, parce que déjà les jeunes, moi je les vois avant vous, ils sont sur les bancs de l'école, hein, donc je les vois arriver. Il y a les trentenaires, la fameuse génération Y, et les Z qui déboulent, qui sont encore différents. Ce que j'identifie, c'est que si on a cette demande de sens, en fait, c'est vraiment la quête de sens. Ils en ont marre, et les femmes en ont marre, c'est très, très évident hein, dans l'étude que j'ai menée, du décalage qu'il peut y avoir entre le discours et la réalité du management sur le terrain. Ils refusent le système vertical, ils refusent dans une certaine mesure l'autorité classique. En revanche, ce sont des jeunes, et je vais embarquer dans mon raisonnement les femmes, parce que vraiment, j'en suis persuadée, qui sont capables d'aller très loin et de s'investir beaucoup si vous les embarquez dans une mission, des valeurs. Et donc, ça veut dire que vous avez un devoir d'être exemplaire.
ils ne supportent plus le décalage entre un dirigeant ou un manager à échelle inférieure, entre la réalité et le paraître, entre le discours, l'affichage. On parle de greenwashing, ben, il y a aussi le social washing, il y a le woman washing, tout ce que vous voulez. En gros, tout le monde est de plus en plus attentif à ce que va porter l'équipe dirigeante, et donc les espaces comme Excodir et conseil d'administration ont une nouvelle responsabilité très lourde, complètement liée au RH, ce qui donne une forte, ça c'est peut-être la bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de femmes RH, hein. Ça donne un poids beaucoup plus important au RH, et on va parler de capital humain que je mets moi en front par rapport au capital financier. Et je crois que le grand changement du système, c'est le moment où on va considérer que le capital financier est à la même échelle et est aussi important que le capital humain ou vice-versa, et qu'il n'y a pas un décalage comme ça a toujours été dans le système. Et la guerre des talents, puisqu'on parle maintenant de guerre des talents, hein, va peut-être aider les entreprises qui sont encore, parce qu'il y en a certaines qui ont beaucoup bougé, hein, mais qui sont encore, on va dire, ignorantes ou un peu dans le déni, à largement bouger là-dessus. Moi je suis idéaliste, ça ne veut pas dire naïve, hein, mais je crois que de toute façon, elles n'auront pas le choix quelque part, hein. C'est un business case, elles ne recruteront pas les talents, ou elles ne garderont pas les femmes n'accepteront pas les postes si elles ne font pas le chemin. Et vous parliez justement de faire cet équilibre entre l'impact financier et le capital humain. Ça fait vraiment écho à ce qu'aujourd'hui les entreprises développent en termes d'entreprises à mission, d'impact sociétal, de politique RSE. Et on voit que l'égalité femmes-hommes devient un critère très fort regardé dans les politiques ESG et des financeurs, hein, qui jaugent les entreprises aussi à leurs critères ESG. Est-ce que pour vous, finalement, c'est travailler sur l'égalité femmes-hommes et la mixité, c'est aussi finalement une voie pour réduire les autres aussi inégalités. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où c'est autant regardé dans des critères objectifs et aussi financiers et extra-financiers, est-ce que lorsqu'une entreprise travaille sur l'égalité femmes-hommes, elle ouvre la porte à travailler sur la diversité en général? Et voilà, est-ce que c'est une voie d'avenir, une voie d'espoir en fait? Oui, je vais commencer par le petit bout de la lorgnette et puis je vais essayer d'ouvrir. Donc, le petit bout de la lorgnette, mais il est très important, c'est effectivement un des rares critères ESG, qui est donc sur le S, qui est l'égalité femmes-hommes, est un des critères les plus documentés, les plus chiffrés. Hein. On a en France l'indice DIPENICO, amélioré par la loi Rixin. On va avoir les quotas. Donc, on peut mettre des chiffres et des objectifs. Et donc, de manière quasi mécanique, les entreprises choisissent ce critère-là comme un des critères sur le social et relient les rémunérations des dirigeants et des managers. Donc, ça devient effectivement quelque chose d'extrêmement important. On peut rajouter la réputation woman-friendly, hein, la demande de la société, et la guerre des talents qu'on évoquait, une entreprise qui est identifiés comme macho ou un cabinet d'avocats ou peu importe, ils ont un peu de soucis à se faire, je crois, et donc ils doivent bouger. Maintenant, vous me parlez de l'égalité femmes-hommes. Oui, moi je l'ai porté aussi au niveau sociétal, parce que l'égalité femmes-hommes, c'est juste une revendication politique, le mot politique étant dans son acceptation large, hein, sur la cité. On est la moitié de la population, on est plus que la moitié des femmes diplômées, donc il n'y a pas de raison. Donc c'est aussi une raison d'équité. Et je pense effectivement, et je ne l'avais pas identifié au départ, hein, c'est un cheminement que j'ai fait moi aussi, que tous les outils, tous les leviers qu'on utilise pour arriver à améliorer la mixité et créer une réelle mixité au quotidien dans une école, dans une organisation, dans une association, un syndicat, un parti, bref, et une entreprise évidemment, c'est des leviers qu'on peut réutiliser pour adresser ces questions qui arrivent sur la table, là, ces mois-ci, hein, sur la diversité. C'est comme si la diversité de genre, qui est à part, hein,
moi je ne veux pas qu'on la mélange, permet d'adresser les questions de diversité d'âge, de parcours, d'origine sociale. Et là-dessus encore, la France a quand même beaucoup à faire parce que la culture de l'entre-soi, la culture des mêmes grandes écoles, le nombre de personnes qui dirigent, finalement, qui dirigent au sens large, hein, autant dans le milieu des entreprises, du public, de la politique, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le pantouflage, est très petit. Les origines sont très, ce qu'on appelle le complexe du miroir. Hein. Je nomme celui qui me ressemble parce qu'au moins, comme ça, je ne prends pas de risque. Sauf que c'est un énorme risque aujourd'hui. On est dans un monde tellement bouleversé, tellement incertain, on a tellement besoin d'innovation qu'il faut absolument qu'on n'ait pas les mêmes regards. Et si les entreprises, certaines entreprises du moins, ne comprennent pas que c'est peut-être un peu compliqué au départ, mais que cet effort sur la mixité puis sur la diversité, c'est leur garant de survie, hein. C'est une question de survie. Ouais, je me fais du souci pour celles qui ne bougent pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui bougent. Mais en gros, ce n'est pas un sujet qui est derrière nous, ce n'est pas vrai. Il faut juste documenter, c'est pour ça qu'on fait des recherches. Il y a des études intéressantes qui sont sorties là, KPMG, il y en a une de Russell Reynolds sur laquelle je suis en train de travailler parce qu'ils me l'ont gentiment donnée. Je vais faire un post de blog. Et je crois, en fait, il faut continuer à cranter. Ce n'est pas cranter, en fait. C'est pas cranter. Comme d'autres sujets qui me concernent moins, mais qui sont importants, comme les VSS, etc., voilà, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé à l'école, pour le coup, avec ma casquette de référente égalité femmes-hommes, et voilà, qui sont aussi des sujets d'entreprise, hein, quoi qu'on en dise. Donc, il n'y a plus de sujets perso, en fait. C'est des sujets. L'entreprise doit être capable de répondre à des demandes qui touchaient avant à la vie privée, le statut d'aidante, le statut de parent, un problème de santé. Voilà. Et si elle ne répond pas, les collaborateurs ne seront plus au rendez-vous. Écoutez, merci beaucoup pour ce message. Moi, au mot de la fin, ce que je retiens vraiment, c'est qu'effectivement, le combat, en fait, finalement, il ne faut pas l'arrêter. Il faut continuer à investir sur ce sujet d'égalité femmes-hommes au quotidien, qu'il est encore devant nous. C'est ça que j'entends. Voilà, on a encore beaucoup de marches à monter, mais voilà, que c'est un rouage qui est très positif et vertueux, parce que finalement, c'est tout le système et la diversité dans nos entreprises, en fait, qui va en bénéficier qu'on soit en mesure de déjà bien cranter le sujet de la mixité. Donc, merci beaucoup, Viviane de Beaufort, pour ce moment et ce partage de toute votre expertise et enthousiasme sur ce sujet. Merci à vous. Merci, et puis un bel événement à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.